Ça va mieux? Est-ce que c'est une réalité, François de Closet? Écoutez, c'est ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça va mieux, mais alors aussitôt, il faut se poser une question. Mais pourquoi ça allait plus mal au cours des 4 premières années du quinquennat? C'est pas vraiment ce qui nous avait été proposé. Et puis pourquoi aujourd'hui, effectivement, ça semble aller mieux? Tout le monde le sait. C'est parce qu'il y a cette conjonction des planètes absolument extraordinaire que nul n'avait prévu. La baisse du prix des pétroles, la baisse des taux d'intérêt et la baisse de l'euro. Je vous rappelle que la même situation s'était produite à la fin du précédent siècle, vers 98-99. Et que s'était-il passé à cette époque? Lionel Jospin était le Premier ministre. Absolument. Et on avait vu à l'époque la croissance bondir à 3 et 4%. On avait vu le chômage baisser de façon tout à fait spectaculaire. On avait vu les déficits se réduire, sauf quand Jacques Chirac disait qu'il ne fallait pas faire de cagnotte. Donc là, il y avait eu un véritable profit tiré par l'économie française de cette incroyable conjoncture. Il y avait du vent qui soufflait et le bateau avançait. Ici, il y a du vent qui souffle, le bateau avance un tout petit peu et plutôt moins que dans les autres pays. Donc voilà ce que on peut dire. Oui, ça va mieux, mais c'est pas la France. C'est le monde qui va un peu mieux. Et attention, il y a bien des pièges. Henri Weber, oui. Ça va mieux, ça vous êtes d'accord? Oui, non, mais... On parle économique, après on parlera politique. Si ça allait plus mal, je sais très bien qui serait incriminé. C'est pas la conjoncture internationale, c'est le gouvernement. Hein, le maréchal Joffre a dit des choses définitives sur ce sujet, souvenez-vous. Hein. Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qu'il aurait perdu. Bon, en réalité, il y a une politique tout à fait pertinente qui a été menée, qui nous permet de bénéficier de cette poussée internationale. Parce que c'est pas parce qu'il y a un alignement des planètes que tous les pays en bénéficient, loin de là. En réalité, nous avons fait, François Hollande, ses gouvernements ont fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il fallait reconstituer les marges des entreprises. Les entreprises françaises avaient des marges en chute libre. Elles étaient à 28%, ces marges d'exploitation, quand celles des Allemands étaient à 40%. À partir de là, on ne peut pas investir. Nous avons fait ce qu'il faut pour que ces marges se reconstituent. Elles sont en voie de reconstitution et dans l'industrie, elles sont reconstituées. Et les investissements sont repartis. Pour 2016, les investissements sont au niveau de 7%, ce qui commence à devenir considérable. D'autant que la consommation reste un moteur en France. Et moi, je vous dis davantage, puisque vous m'avez demandé d'être court et concis. Je vous demandez à tout le monde. Oui, à vous. D'accord. Et je veux donner l'exemple. Je vous dis davantage, non seulement ça va mieux sur le plan économique, parce que sur le plan politique, alors là, il y a une sérieuse dégradation. Sur le plan économique, ça va mieux. Mais je vous dis, et devant témoins, plusieurs millions de témoins, ça ira mieux encore en 2016 et en 2017, parce que ce qu'il fallait faire a été fait. Laetitia Sroche-Bonnard. Je vais vous décevoir, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec mon voisin sur l'aspect conjoncturel. On peut par ailleurs admettre que certaines actions ont été faites, notamment, je pense au pacte de responsabilité, qui a compté. Mais là où je suis quasiment choquée, c'est que François Hollande ne parle plus de chômage. C'était son obsession pendant 4 ans, l'inversion de la courbe du chômage. On en a soupé à tous les repas. Aujourd'hui, c'est terminé, alors que le taux de chômage dans ce pays est à un niveau record et qu'il a augmenté depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Mais il ne parle que de ça. Entre 2012 et 2016, le taux de chômage a augmenté et il est parmi les plus élevés d'Europe. Quand on le compare au taux de chômage en Allemagne ou au Royaume-Uni, c'est assez saisissant. Depuis que David Cameron est Premier ministre en 2010, le taux de chômage a fondu et plus de 2 millions d'emplois ont été créés. C'est un miracle. En Allemagne, depuis 2005, le taux de chômage ne fait que baisser. En France, on se gargarise de quelques indicateurs qui sont un peu meilleurs, certes, en ce moment, mais c'est du court terme et surtout, c'est complètement se voiler la face. C'est un déni de réalité complet. Geneviève Azam, vous voulez réagir? Oui, bon, si on parle d'économie, je veux bien intervenir, bien que je pense que ça va mieux, relève davantage d'un plan de communication que réellement d'un état du monde économique. Je veux bien reparler du chômage, parce que François Hollande a donné quelques chiffres ces derniers jours. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le chômage, nous a-t-il dit, a augmenté de 1 million de personnes.
Sous le quinquennat de François Hollande, nous dit-il, le chômage a augmenté seulement de 600 000 personnes. Cela veut dire, et c'est toute la relativisation de ces agrégats économiques, cela veut dire qu'on se contente aujourd'hui d'un ralentissement dans la croissance. Le chômage continue à augmenter, il a augmenté de 600 000 personnes. Et ce que je voudrais dire, et ce sera mon dernier mot sur les agrégats, la croissance, etc., les grands agrégats macroéconomiques, c'est que ces deux chiffres, 1 million et 600 000, ne sont pas calculés sur la même base. Puisque dans le 1 million de M. Sarkozy, il y a ce qu'on appelle les chômeurs de classe A, B et C, et dans les 600 000 de M. Hollande, il n'y a que les chômeurs de classe A, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs et qui n'ont pas de petit travail à côté. Si on prend la même classification, on arrive à peu près au même niveau, c'est-à-dire autour de 1 million de chômeurs supplémentaires. Donc la question du chômage, qui était vraiment la question numéro 1 de ce quinquennat, n'a pas été résolue. Voilà pourquoi je ne pense pas que ce soit les bonnes mesures qui aient été prises dans le cadre de ce quinquennat, au début de ce quinquennat. Parce que c'était juste que ce soit cet objectif-là. Cet objectif n'est pas atteint. Et au-delà du chômage, par rapport aux chiffres que vous donnez sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, c'est l'augmentation de la précarité. Parce qu'il ne faut pas regarder simplement les grands agrégats du chômage. Derrière la baisse du chômage se cache aussi une précarité terrible qui ne se voit pas, qui est invisible. L'Allemagne aujourd'hui est confrontée à des... La France, non, c'est faux. Et bien Ce que vous sûr dites pour est la faux. France aussi. Faut qu'on vous parle Ce que vous de la dites est faux. précarité en France. Je peux vous répondre Bien maintenant, sûr qu'en c'est France, il y a de la absolument faux. précarité. Mais en Allemagne, il y a beaucoup Non. de précarité. Non. Alors, juste un mot de Laetitia Strauch-Bonnard et on continue, puisque vous lirez. Là, ce sont les clichés habituels sur l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ressortent. On cite toujours le nombre de travailleurs pauvres en Allemagne, mais parce qu'on regarde la pauvreté de façon relative. Quand on regarde la pauvreté, soi-disant pauvreté, ramenée au niveau de vie, en fait, il y a moins de travailleurs pauvres en Allemagne qu'en France, parce que la vie est moins chère en Allemagne. Donc c'est très simple de dire ce que vous dites, mais c'est faux. Alors, Philippe Muser, comme ça, tous les économistes Il y a ont quand même parlé. il y a quand même les mini-jobs à 1 euro en C'est terrible, Allemagne. Et donc, terrible. une Fini. Il y a le précarité SMIC en sociale. Allemagne désormais. Oui. Le SMIC a été institué en 2013. Oui, mais l'Allemagne, Ah oui, Donc, et donc il n'y a plus de concurrence mini-job. sociale féroce, Ah oui. effectivement. Et il ne faut pas confondre la France et l'Allemagne. La France est sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Vous ne pouvez pas le gouverner comme l'Allemagne, qui est beaucoup plus un peuple sur l'inégalité, comme le raconte Emmanuel Todd dans son histoire des familles en Europe. Bon, la France, ça va mieux, effectivement. Ça va mieux que ça irait l'année prochaine avec François Hollande. C'est un petit peu ce qu'on voit. C'est du storytelling. Effectivement, quand on regarde au microscope, on a un tout petit peu plus. On a 1,3 au lieu de 1% de croissance. Mais effectivement, on a le problème de ce stock de chômage qui est gigantesque. Le chômage a augmenté d'1 million de personnes sous Sarkozy, sous Hollande. Ça dépend des catégories, 1,4 million et 1,2 million même. Donc on voit que c'est les mêmes résultats. Et surtout, en fait, on a ce stock de personnes, de 6,5 millions d'êtres humains qui sont au chômage. Sans compter les 2 millions de gens au RSA qui n'ont pas d'emploi. Attendez, je croyais qu'il y avait 3,5 millions de chômeurs en France. Non, il y en a 6,5 millions, toutes catégories. Catégorie A. Bon, Et d'accord. si vous prenez les stagiaires, les auto-entrepreneurs qui ne gagnent zéro, etc., en fait, le halo du chômage, c'est 8 à 9 millions de personnes. Donc on est plutôt à 20% qu'à 10% de la population. Et donc ça va pas du tout mieux pour ces gens-là et ça crée une souffrance énorme, une inégalité de revenus conséquente et ça crée une souffrance non seulement chez les chômeurs, mais aussi chez les salariés qui ont une pression très forte dans les entreprises, pas forcément à cause des chefs d'entreprise, à cause de la concurrence et de la concurrence déloyale. Il y a de la souffrance au travail, ça crée aussi de la souffrance chez les chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise, qui dit qu'il n'y a pas de croissance, depuis 7 ans, il n'y a pas de croissance en France. On est à 0% de croissance depuis 2008. Donc on se retrouve avec des chefs d'entreprise qui n'ont plus de carnet de commandes, qui n'ont pas assez d'activité, et donc aussi de la souffrance de ce côté-là, qui ne peuvent pas embaucher et qui sont obligés de licencier et voir des faillites très élevées. Donc elle touche tout le monde, elle touche même les fonctionnaires qui ont eu le gel du point d'indice, et maintenant ça mord chez les retraités. Donc ça va bien nulle part, et surtout, on a le problème de la croissance mondiale, parce qu'il faut se resituer, il y a des cycles. On a commencé en 2009, le monde a commencé en croissance mondiale à manger son pain blanc. On se retrouve maintenant, 7 ans après, on rentre dans la fin du cycle qui dure au maximum 9 ans généralement, donc dans 1 ou 2 ans, on n'en a pas profité, et là, on va avoir une situation dramatique. Et alors, il ne faut pas se voiler la face, parce qu'il faut trouver des solutions. Donc ça va mieux, c'est se voiler la face, et c'est catastrophique. Bernard Stiegler.
J'ai été frappé par ce que disait Michel Sapin. C'est une injure. Mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire en réalité. Il avait dire que les gens réagissaient mal quand on leur disait que ça allait mieux et que c'est comme si on les injuriait. Oui, j'ai bien compris qu'il disait cela, mais en même temps, j'ai pas compris quelle était sa rhétorique. Bon. En tout cas, oui, je pense que c'est vécu comme une injure par toutes sortes de gens. Et pourquoi ? Parce que ces indicateurs, en fait, les indicateurs, le problème, c'est l'échelle, le pas sur lequel on les analyse, comme vous le savez bien. Ils ont un sens dans un processus qui est animé par des tendances. Bon. On nous dit que ça va mieux en termes de résultats. Bon, oui, ça va mieux sur telle période peut-être. Maintenant, là, je vais peut-être un petit peu mieux qu'il y a 10 minutes. Mais comment est-ce que je vais dans l'heure qui vient ou dans le mois qui vient? Bon. Et par rapport à quoi? C'est ça la question. Et par rapport à quoi? Or, la question, on l'a dit, c'est l'emploi que l'on pose. Mais c'est aussi les investissements, oui, c'est bien aussi entendu, la croissance, parce que mais c'est l'emploi de demain. Mais dans le discours du président de la République, en tout cas, c'est l'emploi. Bon. Et où est la tendance de ce point de vue-là? 122 000 emplois supplémentaires marchands ont été créés l'année dernière. 122 000. Quelle est la tendance Oui ou non? là-dedans? Oui, mais il y a du chômage quand même. Laissez parler Bernard Weber, Stiegler. quelle est la tendance dans le long terme? C'est la diminution de l'emploi structurel, le technological unemployment, comme on a dit au mois de septembre à New York. Et ce qui ne va pas mieux du tout, c'est qu'on n'anticipe absolument pas ça. On nous dit que l'emploi va s'arranger, etc. C'est pas vrai du tout. Et ça, c'est pas à cause de François Hollande ou de quiconque. C'est à cause d'une transformation technologique majeure que l'on n'est pas en train de préparer. Donc ça va encore plus mal de ce point de vue-là. Beaucoup plus mal. Marie-France Garot. On n'est pas au niveau du président de la République, là. Hein. On est au niveau de la gestion économique, c'est très important, évidemment. Mais enfin, ce n'est pas le problème politique de la France. Et les gens qui disent que ça ne va pas mieux, c'est parce qu'ils trouvent que le problème politique de la France s'aggrave au lieu de s'améliorer. C'est ça le fond du problème. Et malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas tort. Pour revenir aux fondamentaux, quand on était étudiant, on disait que pour qu'une collectivité humaine, qu'un État soit souverain, il fallait qu'il dispose de 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Ça date de Philippe le Bel, on a quand même eu le temps de s'en pénétrer. Mais c'est ce qui fonde la souveraineté française à l'époque face à la souveraineté de l'Empire germanique qui était notre voisin. Et ce problème de souveraineté qui détermine le reste, bien entendu, c'est celui du président de la République. Alors là, on vient de voir les problèmes du gouvernement, très important, mais le problème celui du président de la République. Est-ce que notre État, notre pays, existe encore? Si on est rigoureux, la réponse est non. Car nous n'avons plus de pouvoir d'État. Et c'est d'autant plus dangereux de ne plus avoir de pouvoir d'État que nous sommes dans une fédération dont la puissance dominante est l'Allemagne. Alors, on peut difficilement faire de la politique sans faire de l'histoire. On voisine quand même avec ce voisin tumultueux depuis une douzaine de siècles, 10 siècles à peu près. Et ces 10 siècles ont été très tumultueux. Il ne faut pas croire que les Allemands ont lâché. Bien entendu, non. C'est l'évidence même. Alors, dans tous les avatars qui leur sont arrivés, je ne vais pas insister, il y a tout de même quelque chose qui est tout à fait remarquable. Après les guerres de religion, qui, comme vous le savez, ont été absolument abominables, et qui d'ailleurs ont permis le peuplement des États-Unis. Les États-Unis ont été peuplés de Germains qui ont émigré d'Europe après les guerres de religion. La population était à 70% germanique. Eh bien, ils ont appris, après tous ces épouvantables problèmes, on a vu qu'ils savaient faire une fédération, et quand ils ont fait une fédération, ils savent passer de la fédération à l'empire. Ils savent très bien faire ça. Ils l'ont fait avec Frédéric II, ils l'ont fait avec Bismarck. Alors quand vous regardez la configuration politique de l'Europe en ce moment, vous voyez que justement il y a l'Europe qui est pour l'instant une fédération très ambiguë. Parce que cette fédération, dans laquelle l'Allemagne n'apparaît pas d'ailleurs, hein, n'apparaît pas. La monnaie, c'est la banque. Les lois, c'est, comment s'appelle-t-il, M. Tusk, qui d'ailleurs est un homme tout à fait rassurant pour nous, puisqu'un jour il a fait une déclaration, c'est une petite parenthèse, à la télévision pour dire que son père, autrefois, s'était lié d'amitié avec le père de Mme Merkel, non, le grand-père, quand ils étaient à Danzig. Cette amitié était d'une solidité absolument effrayable.
elles s'étaient d'ailleurs transmises à leur père. Et si maintenant il y a une liberté, une amitié qui peut se considérer dans les affaires européennes, celle qui le lie à Mme Merkel est le modèle de cette liberté. On peut toujours s'aligner pour demander quelque chose. Bon, c'est évident qu'on ne l'aura pas. Alors, on est dans cette nasse-là. On est dans cette nasse européenne dans laquelle nous avons de moins en moins de marge de manœuvre. La preuve, je n'ai pas vérifié le fond, mais je crois que c'est vrai, on a demandé 6 milliards d'euros pour les réfugiés, on ne nous a même pas répondu. Même pas répondu. On ne peut pas le dire que ce soit un signe de considération. Alors je crois que le problème qui se pose pour la France en ce moment, c'est de savoir si elle va exister politiquement dans les temps qui viennent. C'est ça le problème. Autrement, on sera dans une fédération plus ou moins germanique ou d'une autre manière. Mais ce n'est pas la vie de la France, ce n'est pas la sorte de la France. Et les problèmes quotidiens sont très importants, c'est vrai, mais je pense que le peuple a plus d'instinct parfois que les savants. Si le peuple trouve que ça ne va pas, c'est précisément parce qu'il ne sent pas un retour du politique. Il sent bien que nous sommes dans la nasse. Les peuples ont de l'instinct, ils le sentent. Et je crois que le problème majeur pour nous, il est là. Ludivine Bantigny? Oui, je suis assez sidérée en fait par l'indécence. En fait, j'ai l'impression vraiment non seulement d'une indécence, mais d'une indifférence à ce qui se passe derrière les statistiques qu'on est en train de brandir, ou derrière les supposés instincts nationaux. Enfin, là, on est en train de nous répéter que ça va mieux, mais de qui parle-t-on? Enfin, on est devenu indifférent aux personnes qui constituent ce que vous avez appelé les uns et les autres des agrégats. Enfin, il y a 15% de pauvreté, on s'y habitue, on se familiarise avec cette réalité. Ce sont des enfants notamment. 15% de pauvreté. D'après l'INSEE l'année dernière, pour la première fois depuis longtemps, il y a eu un recul de l'espérance de vie. Un recul de l'espérance de vie. On parle beaucoup d'emploi. Moi, je suis frappée aussi de voir à quel point la culture politique de ce que je ne veux plus du tout appeler gauche pour ma part. Moi, c'est une droite complexée, disons. Combien ces repères ont changé? Là, on nous a parlé de compétitivité, on nous parle d'actionnariat, on nous parle d'investissement, etc. Mais en quoi est-ce que ça change la vie, si on cite les personnes, la vie des chauffeurs routiers qui sont en train de se mettre en grève, des 5 millions d'ouvriers qui pour beaucoup sont menacés en permanence de licenciement, des jeunes qui travaillent dans des chaînes de distribution, dans des plateformes téléphoniques. En quoi ça change leur vie, en fait? En quoi ça change la vie des assistantes maternelles qui ont des horaires impossibles? En quoi ça change la vie des caissières et des caissiers? Enfin, en fait, on a beaucoup parlé d'emploi, de chômage. On n'a pas encore suffisamment parlé des conditions de travail. On va en parler. Il y a cette dimension aussi. On va en parler parce que la dégradation vraiment profonde des conditions de travail, avec toutes les formes de néo-management qui sont en train de détruire les gens. Et pas seulement les 5 millions d'ouvriers, mais les cadres aussi. Enfin, tout le monde est concerné par une espèce de compétition généralisée, de concurrence, de mise en concurrence, de mise en surveillance exacerbée. Et ça, en fait, quand vous dites en Allemagne, il faut vanter le modèle allemand, mais oui, il est Je vante pas le modèle allemand. Non, c'est à madame que je m'adresse. Les ein Euro Job, qu'est-ce que c'est? Ein Euro Job, enfin, je veux dire, ça parle de soi. C'est des petits boulots à 1 euro. On accepte ça. On considère que c'est un modèle. Vous êtes déjà allé en Allemagne? On considère que les connaissez lois l'Allemagne Hartz qui ont fait Vous connaissez réduire l'Allemagne? les jeunes. Oui, bien sûr. Voilà, on considère vous la que connaissez pas, l'Allemagne. 400 euros, Pas du tout, par pas du mois, sans aucune Une caricature. protection, Caricature. bien sûr. C'est toujours Non, oui, c'est ça. une caricature. Forcément, mais ça c'est une façon non. complètement c'est disqualifiante. C'est un très beau Non, c'est rôle une que vous jouez, mais c'est un rôle. Oui, mais vous aussi, il est vous très avez beau, un rôle. il est Et connu, mais c'est un bien rôle, je sûr. pourrais le Vous tenir savez, instantanément. C'est une Ça n'a façon aucun- de Laissez dénigrer- terminer Ludivine C'est une Bantigny. façon de disqualifier, de très beau dénigrer comme rôle. une parole contradictoire. Évidemment, vous ne connaissez pas, mais bien sûr, Mais vous dites 400 des choses euros par inexactes. mois. Non, excusez-moi, les statistiques lui donnent raison. non. L'espérance de vie du tiers des Allemands a baissé de 2 ans pendant 15 ans. C'est des statistiques publiques. Vous parlez Et les de salaires chiffres. allemands ont baissé de aussi, 10%. Oui, mais parlez Et de- derrière les statistiques, il y a des hommes. Alors, François de Closet et Henri Weber. Pardon. Non, je dis simplement que, effectivement, il y a des hommes et des êtres qui souffrent et des femmes qui souffrent derrière ces réalités. Mais voyez-vous, la condition ouvrière
a vraiment changé en France pendant les 30 Glorieuses. Vous êtes d'accord avec ça? L'augmentation du niveau de vie, l'accès, le peuple est sorti de la misère. On est sorti aussi de paiements hebdomadaires. On a changé vraiment la condition de vie des Français pendant les 30 Glorieuses. Et voyez-vous, ça s'est fait, oui, à partir d'investissement. Ah, c'est très froid l'investissement. À partir de croissance. Mon Dieu, quelle horreur la croissance. Mais pour des millions d'ouvriers dont vous parlez comme ça veut dire qu'ils sont sortis de la misère des Galtas et qu'ils ont pu accéder au HLM. Ça veut dire qu'ils ont pu enfin se payer une voiture. Et grâce à la souveraineté. Non, Grâce à la souveraineté. Eh bien oui, et excusez-moi, mais c'est dans le système capitaliste que ça s'est passé. Dieu sait qui a changé ce système capitaliste. Mais de venir comme ça, le jeter aux orties, on ne sait pas pourquoi, parce que vous n'avez rien à proposer, sinon à déplorer la situation de l'ensemble des Français. Il faut être réaliste. Henri Weber. Henri Weber. Écoutez, Non, d'accord. votre discours est extrêmement émouvant, mais il nous mène vers quoi? Mais on peut parler de la Alors, suite, vous nous dites, On peut vous nous parler des dites, perspectives. vous nous dites, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de précaires. Bon, si on veut qu'il y ait moins de chômeurs, si on veut qu'il y ait moins de précaires, il faut renouer avec une nouvelle croissance. Il n'y a pas de miracle. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Et en Allemagne, le taux de chômage est de 4,4%. Il y a toute une partie de l'Allemagne majoritaire qui est en suremploi. Ils cherchent de la main-d'œuvre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils accueillent à bras ouverts 1 million de réfugiés syriens. Parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Avec leur fameuse politique lamentable que vous décrivez. C'est complètement faux. Cette histoire de job à 1 euro, aujourd'hui, le SMIC existe en Allemagne. Ça a été la condition exigée par les sociaux-démocrates allemands pour l'entrée dans le gouvernement de Mme Merkel et faire la grande coalition et tenir en particulier le poste de ministre de l'économie. Il y a un SMIC à 8,50 € qui monte. Et si vous regardez l'état de l'opinion en Allemagne, parce que la France est dans un état de dépression collective profonde. Le problème, c'est que cette dépression collective qui dure depuis un certain temps, on est plus pessimiste sur notre avenir que les Afghans. Faut le faire. Bon. Mais alors, La comparaison n'est pas quotidienne. Oui, non. Alors, cette dépression collective, malheureusement, elle devient violente. Avant, elle était simplement apathique. Mais maintenant, elle devient violente. Et je suis très frappé par la montée de la hargne, de la haine, de la violence, du nihilisme violent dans ce pays. C'est ça qui me préoccupe le plus. Et c'est ça qui peut casser notre reprise. Mais si vous faites les mêmes études d'opinion en Allemagne, vous avez des résultats complètement différents. 75% des Allemands sont confiants dans l'avenir. Et 81% des jeunes pensent qu'ils vivront mieux que leurs parents et que demain pour eux sera mieux. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut prendre le modèle allemand. Nous avons une autre culture. Encore qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on prenne, et en particulier la cogestion dans les entreprises, et en particulier la présence massive des syndicalistes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, qui font que l'économie est vraiment co-dirigée. Ça, c'est une réforme de structure dont le MEDEF pourrait s'inspirer et qu'on pourrait prendre ici. Le MEDEF. En fait, vous voulez faire des Français les Allemands et vous Pas voulez du verser tout. les Français Pas comme du des Allemands. tout. Pas du C'est le tout. problème. Je veux faire des Français. Je veux faire des Français. Des Français. Et je les admire formidablement. Et je suis infiniment fier d'en être. Mais tout Français que nous soyons, on peut regarder ce qui se passe dans les pays qui réussissent sur les questions du chômage, sur la question de la précarité, comme l'ensemble des pays rhénans, pas seulement l'Allemagne, l'Autriche. Et je dégage sur un point qui me paraît important. Vous voyez l'Autriche. Pas de chômage en Autriche. Formidable prospérité en Autriche. Et l'extrême droite va prendre la présidence dimanche prochain. Autrement dit, le mécontentement populaire, la critique des gouvernants, elle n'est pas seulement propre à notre malheureux pays. Elle est générale dans l'ensemble de l'Europe, et même là où existe la prospérité, il y a une poussée de l'extrême droite, même dans la Suède social-démocrate. Autrement dit, le problème est ailleurs, il n'est pas principalement économique. Sur ce plan, Marie-France Garot a raison, mais sur un autre, elle a tort. Lequel ? Oui, alors je vais vous dire lequel. Vous dites, nous sommes dominés par les Allemands qui tiennent Qu'on l'Empire. puisse dire. Non. Moi, je vous parle du monde réel.
Regardons les faits. Les Allemands sont absolument hostiles à ce que la Banque Centrale Européenne rachète pour 80 milliards d'euros par mois de dettes souveraines et d'obligations d'entreprise. Absolument hostiles. La Banque Centrale le fait contre leur volonté. Les Allemands sont absolument hostiles à l'union bancaire qui va mettre son nez, la BCE va mettre son nez dans leurs affaires qui ne sont pas très brillantes en matière des banques régionales. Et l'union bancaire se fait. Et je pourrais multiplier les exemples. Autrement dit, ce qui se passe concrètement, ce n'est pas l'Allemagne qui impose sa ligne. C'est l'Allemagne qui est obligée de la suivre. Elle est prise à son propre piège. Alors, Geneviève Azam. Oui, je voudrais reprendre ce que disait M. Weber. Je ne comprends pas pourquoi vous vous adressez au MEDEF Mais je m'adresse pas au MEDEF. quand il s'agit de démocratiser les entreprises. Moi, je pense quand même qu'il y a de la décision politique nécessaire. Je reviens de Nuit debout, où les intermittents du spectacle, etc., demandaient la séparation du MEDEF et de l'État. Et je trouve que c'est quand même, ça pose quelque chose de très, très important. Caricature. Non, ce n'est pas une caricature. Non, mais tout ce qu'on dit, c'est une caricature. Je vais vous dire vos propos sur la croissance. Oui. C'est une caricature aujourd'hui. Ah bon ? C'est une caricature. Non, ce sont des faits. Un appel religieux à la croissance. C'est devenu une nouvelle religion. Et vous savez très bien que la croissance des 30 glorieuses que vous avez invoquée consistait... On ne peut pas la reproduire telle qu'elle. On ne peut pas la reproduire. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle croissance, d'une nouvelle croissance. Alors à avoir strictement les mêmes discours. Donc je crois que et à dévaloriser ce qui est dit par ailleurs. Alors je voudrais dire pourquoi moi je trouve que ça va bien en France. Ah. Je trouve que ça va mieux. Vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Oh. Je trouve que ça va mieux. Parce que là, nous allons nous retrouver. Une société vivante. Oui. Je sens une société vivante. Je sens des lanceurs d'alerte qui nous disent un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Dans les coulisses du TAFTA, par exemple, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, dans les coulisses des paradis fiscaux. Et je trouve que ça fait du bien. Oui. Ça donne un petit souffle démocratique tout à coup. Je trouve que ça va bien parce qu'il y a des salariés d'EDF, y compris la CGT, qui refusent aujourd'hui la stratégie d'EDF d'aller encore implanter un EPR en Grande-Bretagne, alors qu'on ne sait pas quoi faire de celui que nous avons ici en Normandie. Je trouve que c'est bon signe tout ceci. Je trouve aussi que tout ce qui se passe autour de Nuit debout, de ces jeunes qu'on dit apathiques, qu'on dit dépressifs, des jeunes, et on a raison de le dire, sociologiquement, ce sont des jeunes qui sont plutôt qualifiés et qui ne se contentent pas de leur qualification, qui recherchent un sens au travail, qui veulent réanimer la démocratie, qui ne se contentent pas d'un slogan type médical, ça va mieux ou ça va plus mal, qui ont envie de politique, qui ont envie de démocratie. Moi, je dis merci. Et je ne me fais pas d'illusions. Il ne s'agit pas de complètement s'illusionner sur ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se réveille. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, ça va mieux. Pourtant, ce n'est pas simple. Nous sommes en état d'urgence. Et donc, il n'est pas simple aujourd'hui de réaffirmer une parole publique. Tout à coup, aujourd'hui, de se dire l'espace public est à nous. Nous devons le réinvestir, cet espace public, les places. Nous devons retrouver tous ces idéaux de démocratie. Ce sont des jeunes, et des jeunes qui ne sont pas contre des personnes âgées. J'ai entendu un débat Nuit debout sur la retraite, par exemple. J'étais très surprise que ce soit des jeunes, justement, de 20 ans qui se posent le problème de la retraite. Ils pensaient à leur avenir, madame. Il n'y a pas de conflit entre générations. Il y a des mélanges qui s'opèrent. Je trouve que c'est le symbole d'une société assez vivante. Et je regrette vraiment que le gouvernement ne soutienne pas davantage, par exemple, les lanceurs d'alerte. Au niveau européen, il y avait un projet de directive pour protéger les lanceurs d'alerte. À la place de cette directive, nous allons avoir une directive qui protège le secret des affaires et qui impose aux lanceurs d'alerte la charge de la preuve. Et si j'ai bien entendu, la France n'a pas défendu la directive qui protège les lanceurs d'alerte et défend au contraire la directive qui protège le secret des affaires. Or, nous savons aujourd'hui qu'il y a une corruption qui s'est logée au cœur du système et que plus que jamais, nous avons besoin de transparence. Je crois que ce qui se passe par rapport au TAFTA, je remercie Greenpeace d'avoir mis dans l'espace public, ça devrait être le gouvernement qui met dans l'espace public ce qui est en train d'être négocié et qui va engager la vie des Français, la vie des Européens,
et l'avis des États-Unis aussi, ça devrait En fait, être on une y est. démarche du gouvernement. Voilà ce que nous négocions aujourd'hui à Bruxelles avec les États-Unis. Non, c'est par des fuites que nous le connaissons. Et nous venons d'avoir une autre fuite. Le gouvernement français nous dit, nous ne sommes pas d'accord avec la procédure d'arbitrage privé État-entreprise, ce qu'on appelle l'ISDS en langage technique, qui est dans le TAFTA, qui est dans le CETA, etc. Nous ne sommes pas d'accord. Et il y a une fuite qui vient d'apparaître aujourd'hui, dans laquelle le gouvernement français, avec d'autres gouvernements allemands, le gouvernement hollandais, sont en train de discuter d'un traité plurilatéral intra-européen qui justement permettent aux entreprises d'attaquer les États. Donc je pense très honnêtement que là, il y a ce ressort des lanceurs d'alerte, cette vitalité d'un désir démocratique. Je crois qu'il y a un désir démocratique. Et il y a un peuple. C'est là que je n'aime pas quand on dit « mais ça, vous dites n'importe quoi ». Non, je crois que justement, il y a une expertise sociale très très importante. Il y a des mouvements sociaux qui depuis plusieurs années travaillent. Il y a une grande expertise dans la société. Et c'est cette expertise qui s'exprime aujourd'hui sur les places. Et qu'on ne peut pas traiter comme ça au nom d'eux, qu'elle ne comprend pas les grands indicateurs économiques. Je suis économiste. Mais elle les comprend très bien. Non, Elle les comprend très bien. les indicateurs économiques, Faut pas la elle sous-estimer. sait à quel point c'est manipulé. Alors, juste pour être honnête avec le pouvoir, en l'occurrence, il n'invoque pas seulement les indicateurs économiques. Il y a un clip que l'on peut voir sur le site du Parti socialiste depuis le début du mois de mai. Je vous invite à le regarder. Visiblement, il considère qu'il n'y a pas que l'économie qui va bien en France.